Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. L'Oulipo, c'est un groupe. Ça n'est pas un groupe ordinaire. C'est une multinationale. C'est très, très, très sérieux. L'Oulipo, c'est mes amis. Ce n'est pas une école, c'est la récré. Le travail de l'Oulipo, c'est d'inventer le réel. Ce n'est pas que du travail. c'est plus ouvert. Ce n'est pas drôle. L'Oulipo, ce n'est pas drôle. Un auteur oulipien, c'est quoi ? C'est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. Un labyrinthe de quoi ? De mots, de sons, de phrases, de paragraphes, de chapitres, de livres, de bibliothèques, de prose, de poésie et tout ça. Comment en savoir plus ? En lisant. L'équipe des Nouveaux Chemins soulipianise quotidiennement grâce à Lucie Tardy, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Marianne Chasseur et Marie Aubert, avec Média Portis-Guérin à la réalisation cette semaine, Édouard Rubinstein et la prise de son aujourd'hui, et celle que vous retrouverez à 10h51 comme tous les jours pour ces 2 minutes papillons, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Pour poursuivre votre discussion du jour, je parlerai moi des 101 mots de la pataphysique, 101 et pas 100 mots de la pataphysique parus au PUF en que sais-je. Eh bien rendez-vous à 10h51 et non pas à 10h50. Le pouvoir du langage, 4e et dernier temps. Après les obsessions jouissives de Roland Barthes lundi, les silences éloquents de Wittgenstein mardi et le langage animal qui ne nous dit pas autre chose que ce qu'on y entend. Hier, mercredi, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'écrivain Hervé Letellier qui nous a rejoint en studio pour évoquer pour vous ce que sont le ou, le li et le po de l'Oulipo. Bonjour à vous Hervé Letellier. Bonjour. J'avais écrit à ce moment-là 5 ou 6 des 100 000 milliards de poèmes et puis alors j'ai rencontré le Lyonnais qui est un ami et qui alors, m'a un jour proposé de faire une sorte de groupe de recherche en fait, de littérature expérimentale. Alors ça m'a encouragé à continuer mes sonnets. Ce recueil de poèmes est en quelque sorte la première manifestation concrète enfin, de ce groupe de recherche. Et alors, d'autre part, nous sommes réunis à plusieurs, nous tenons des séances de travail, enfin, pour rechercher enfin, tout ce qu'il est possible de faire dans ce domaine-là. Est-ce qu'il est possible de vous demander quels sont les membres de ce groupe de recherche ? J'entends que lorsque vous dites Oulipo, il y a une volonté d'anonymat, comme dans Bourbaki, mais enfin, on finit par savoir qui est Bourbaki. Oui, bien sûr. Alors, qui est Oulipo ? Eh bien, d'abord, il y a le Lyonnais qui en est le fondateur, enfin, moi-même qui en suis le cofondateur. Et alors, il y a Albert-Marie Schmitt, il y a un mathématicien qui est Claude Berge, Jacques Benz qui est le secrétaire, et puis 2 représentants du collège de pataphysique, enfin, Noël Arnaud et Latisse, parce que nous sommes rattachés au collège de pataphysique, et puis 3 autres membres qui sont des poètes et des écrivains qui sont les Scures du Château et Queval. 595e réunion. Il arrive dans 10 minutes. C'est Gigi qui arrive ? Oui. Très bien. Alors qui est-ce qui est excusé, Marcel ? Il est excusé, il devait être là, il ne peut pas. En création, donc qui est-ce qui s'inscrit en création ? Tête de linotte, cervelle d'oiseau, yeux de biche, mémoire d'éléphant. Gorge de pigeon, langue de vipère, chair de poule, oreille d'âne. Taille de guêpe, mollet de coq, pied de grue, patte d'éléphant. Sommeil de Loire, odeur de bouc, faim de loup, mal de chien. Et ça donne portrait robot du vétérinaire en morale élémentaire. Est-ce que quelqu'un essaie de faire, par exemple, S+7 sur un texte où on prend un mot sur 2 ? Au lieu de prendre tous les substantifs, tu en prends 1 sur 2, oui. 1 sur 7, il faut S+14 quand même. Lorsqu'on demande à Raymond Queneau, c'était en 1962, de définir l'Oulipo, il parle de groupe de recherche, de séance de travail. On va entendre un extrait à la 595e réunion de l'Oulipo. Ça rigole pas beaucoup, Hervé Letellier, là.
Ça travaille, mais c'est pas pour ça que ça ne rigole pas. Non, c'est un groupe de recherche, c'est vrai. Ce n'est pas pas une école. Voilà, c'est vrai qu'on définit souvent de manière négative l'Oulipo en disant que ça n'est ni une école, ni un mouvement, ni une avant-garde. Et c'est juste, c'est-à-dire que c'est avant tout un groupe d'écrivains, de mathématiciens et de pataphysiciens, comme le souligne assez justement Raymond Queneau, qui se réunissent. À en général une quinzaine, puisqu'on n'est pas un nombre très énorme. On est 40 en comptant 20 excusés pour cause de décès, dont Queneau qu'on vient d'entendre, bien sûr, et qui sont des gens qui, avant tout, essayent de faire deux choses. Pas seulement de créer de nouvelles contraintes, comme le dit Queneau, on fait ça bien sûr, c'est un des éléments de notre travail, et on en a un deuxième qui est de collecter les contraintes qui se font ailleurs, et d'en faire une sorte d'encyclopédie un peu foutraque, parce que pour l'instant, le travail d'organisation de cette encyclopédie est très complexe. C'est très difficile d'organiser des choses qui se font dans des langues différentes, à des époques différentes, à savoir où les classer. Mais souvent, on y arrive assez bien. Et ce sont des gens qui ont fait comme nous auparavant. On les appelle des plagiaires par anticipation. Donc c'est le deuxième travail, qui est un travail de collecte, et qui correspond à une rubrique qui s'appelle l'érudition, dans notre ordre du jour, qui est un ordre du jour très formel, comme vous l'avez pu l'entendre. Qui sont ces plagiaires par anticipation, par exemple ? Ça va de plagiaires par anticipation grecs, qui vont faire des choses qui ressemblent beaucoup à ce que nous faisons, des lipogrammes, par exemple, ou des gens comme Lewis Carroll, tout simplement, pour prendre des gens plus récents du 19e siècle, qui créent des mots-valises. Donc il y a un peu de tout ça, mais on va voir Rabelais qui peut faire des choses très similaires à ce que nous faisons. Et puis évidemment tous ceux qui ont travaillé sous contrainte avant nous. Donc quelqu'un qui fait un sonnet est un plagiat. Donc un des traits caractéristiques de l'Oulipo, c'est la contrainte, c'est aussi la dimension collective. Oui, les deux sont présents, c'est vrai. La contrainte, c'est ce qui nous réunit, et le fait que ce soit un travail collectif et un groupe amical fait que ça dure aussi. Parce que le groupe a quand même maintenant 56 ans, ou va avoir 56 ans en novembre, ce qui en fait finalement un groupe littéraire dont la longévité dépasse à mon avis celle de beaucoup d'autres, et qui a une régularité de réunions unique, puisqu'on se voit tous les mois depuis 1960, et que depuis maintenant une quinzaine d'années, nous avons en plus presque 20 ans, depuis 20 ans, nous avons une présentation publique de nos travaux. Qui aura lieu ce soir d'ailleurs. Qui aura lieu ce soir à la jeudi 17 mars à la BNF, annonçons-le dès maintenant. Exactement, à 19h. Dans le grand auditorium, où on présente les travaux qui sont des travaux en cours de chacun des membres. Et donc chacun vient avec des textes sur lesquels il travaille et présente à un public de presque 300 personnes quand même le travail en cours. Alors cette émission a lieu dans le cadre d'une série consacrée au langage. Et donc là, il y a une conception du langage très forte qui est véhiculée dans les travaux même de l'Oulipo. Mais j'aimerais quand même, puisque le principe de base est de décrire sous contrainte, qu'on en ajoute une à cette émission, si vous en êtes d'accord. C'est celle du logorally. Qu'est-ce que c'est que le logorally ? Ah, le logorally. Alors le logorally consiste à... c'est un rallye entre des mots, comme son étymologie semble vaguement l'indiquer. Logo, c'est rallye. Donc on va d'un mot à un autre. Il y en a un dans l'exercice de style de Raymond Queneau, avec dot, baïonnette, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, atmosphère, etc. Il y a une dizaine de mots. Et le texte, qui est un texte qui doit raconter une histoire précise, se doit néanmoins d'inclure dans l'histoire les mots qui sont imposés par le logorally. Et c'est ce que vous allez faire au cours des 40 prochaines minutes. Alors on va écouter tout de suite la liste des mots qui va composer votre logorally, Hervé Letellier. Aliénation, métempsychose, hippodrome, Édith Cresson, hypothético-déductif, truite, xylophone, transcendantal, narine, chaussette, Montevideo, Bruce Lee, entéléchie, carotte, phénoménologie, amitié franco-belge, biceps, sinusoïdal, panthéisme, nouille, monisme matérialiste, Godluro, syllogisme, néon, monarchie, limace, Édouard Balladur, Confucius, dalmatien. Alors évidemment, c'est une émission de philosophie, donc vous aurez des termes comme transcendantal et phénoménologie et monisme matérialiste. Édouard Balladur, grand philosophe s'il en est. La contrainte impose que vous prononciez ces mots dans l'ordre dans lequel ils ont été énoncés, c'est ça ? Oui, c'est une forme d'aliénation. Bon.
Voilà, j'ai fait le premier. Ça, ce sera la petite cloche. On fera comme les papous dans la tête, l'émission à laquelle vous participez sur France Culture. À chaque fois, vous prononcerez le mot, on entendra la petite cloche qui validera le mot. Donc ça y est, vous avez prononcé le premier. Pourquoi dites-vous que c'est une aliénation finalement ? C'est une contrainte, c'est pas une aliénation. L'aliénation, par définition, c'est quelque chose qui est imposé de l'extérieur, d'une certaine façon. Donc on peut considérer qu'effectivement il y a dans la dimension du travail oulipien une forme d'aliénation. Cette aliénation est libératrice. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, c'est ce qui fait la chose intéressante dans ce travail. Voilà. Évidemment, dans cette liste de mots, il y en a que je ne connais pas. Par exemple, entéléchie, je ne sais pas ce que c'est. Alors l'entéléchie est un terme philosophique technique qui est de la façon, avec une substance ou l'âme, de s'incarner elle-même. Ah, très bien. C'est l'âme qui s'incarne dans une substance. Alors, il ne faut pas confondre avec métempsychose, où là, c'est l'âme qui va passer d'un corps à un autre. Bien sûr. Voilà. Mais là, ça ne compte pas parce que ce n'est pas encore dans l'ordre. Très bien. Alors, il n'y a pas de métempsychose à l'Oulipo, par exemple. C'est-à-dire qu'on s'influence les uns les autres. Voilà. On s'influence les uns les autres, mais on ne peut pas considérer qu'un tel soit la réincarnation d'un autre. Par exemple, personne ne réincarne Calvino. C'est pour ça qu'il est toujours présent en réunion. Et pourtant, c'est ça. Vous l'excusez, donc il est quand même présent. Son âme est présente parmi vous. Son esprit. Vous savez, c'est très différent, l'âme et l'esprit. Et alors comment, justement, vous parliez donc d'aliénation dans le langage. Est-ce que les contraintes qui sont mises en œuvre dans l'exercice de l'Oulipo sont-elles une manière de forger une nouvelle langue pour se libérer de celle que nous parlons, ou est-ce, disons, un agencement différent qui fait qu'on va introduire un peu de libération au sein de ces contraintes qui sont de toute façon préexistantes quand on parle tous les jours ? Ce qui se passe, c'est que, je dirais que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que ça ne crée pas nécessairement une nouvelle langue. Certaines contraintes créent de fait, effectivement, un effet de surprise, comme par exemple le S+7. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que le S+7 ? Le S+7, c'est le fait de prendre un mot, voilà, par exemple qui serait le mot hippisme, et de le transformer en un mot qui serait 7 places plus loin, qui serait hippodrome. Bon, mais en l'occurrence, d'ailleurs, je pense que hippodrome est beaucoup plus proche de hippisme qu'on ne le pense. Il faudrait prendre un mot avant hippisme, comme par exemple hypotension. Ça devrait pouvoir convenir, et à ce moment-là, on irait jusqu'à hippodrome. Le vrai problème de ces contraintes qu'on va s'imposer et qui vont créer du texte nouveau, c'est qu'au fond, elles nous forcent, et je pense que c'est ça la puissance de la contrainte, à aller ailleurs. C'est-à-dire ne pas être dans ce qu'on peut appeler le premier jet, de ne pas être dans la limitation que pourrait nous donner l'inspiration vague de l'écriture fluide. Donc quand on va composer un poème, si on s'impose des rimes, si on s'impose des vers, comme le fait par exemple, ai-je appris il n'y a pas si longtemps, Gainsbourg, pour écrire ses propres textes, où il avait quasiment un système de bourrimé, comme on faisait au XIXe siècle, et il pouvait écrire un texte intégralement sur la base de mots qu'il avait d'abord placés sur la feuille. On n'est pas du tout dans la même démarche. En revanche, si on applique une contrainte sur un texte, par exemple, qui est un texte de narration, et qu'on s'impose la présence de deux personnages qui ne sont pas du tout prévus dans la narration à un moment donné dans le chapitre, on n'a pas du tout la même histoire. Voilà, si par exemple vous avez deux personnages, et que ces deux personnages sont l'un Sganarelle et l'autre Édith Cresson, voilà. Je ne sais pas ce que Sganarelle pourrait jouer avec Édith Cresson, mais ça serait sans doute une farce du pouvoir. On n'a pas du tout le même résultat narratif que si on a Sganarelle avec Don Juan. Il y a une dimension scientifique quand même à ce travail-là. Et d'ailleurs, beaucoup des membres de l'Oulipo sont de formation scientifique. Oui, la plupart de nous ont un goût pour les sciences. Certains sont des vrais scientifiques. Le plus scientifique de tous était sans doute Claude Berge. Raymond Queneau était membre de la Société mathématicienne des mathématiciens de France, la SMF. Jacques Roubaud est mathématicien. Moi, je l'ai été, mais il y a très très longtemps. Donc, il y a une dimension, disons, d'arithméticien assez forte à l'Oulipo. La dimension arithméticienne, elle est forte plus que la dimension, par exemple, d'algébriste. Enfin, pour être précis, la mathématique qu'on utilise est une mathématique qui est plus proche de l'arithmétique et du comptage que de l'algèbre et que de la géométrie. C'est très rare qu'on fasse un texte qui obéisse à des contraintes qu'on pourrait considérer comme géométriques. La plupart du temps, ce sont des systèmes relativement simples. C'est d'ailleurs dommage. Peut-être que l'Oulipo pourrait essayer de travailler dans des dimensions, je sais pas, le théorème des 5 couleurs, des choses comme ça. Mais on est plutôt dans une arithmétique de manière générale. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi la volonté, alors je ne sais pas si c'est une volonté, mais en tout cas un présupposé de base qui est que le langage est fait de contraintes et vous essayez de les révéler
au fond. C'est ça, plus que d'en créer des nouvelles, vous montrez que la pensée et le langage sont de toute façon constitués de contraintes qui font que il n'y a pas la grammaire d'un côté et la pensée de l'autre. En fait, chaque mot induit déjà une contrainte. Non, vous avez une émission sur Wittgenstein il y a 2 jours. La pensée forte de Wittgenstein, c'est que les limites de notre monde sont les limites de notre langue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et c'est une pensée qui n'est pas véritablement moderne au moment où Wittgenstein la formalise, mais bon, qui nous imprègne tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans le langage tel qu'il est, décrire le monde. Donc, puisqu'on ne peut pas décrire le monde dans le langage, pourquoi, en s'appliquant une contrainte, décrirait-on moins bien le monde ? En fait, c'est vrai qu'en se limitant, par exemple, à un corpus de vocabulaire qui serait un corpus de vocabulaire dans lequel on exclurait tous les mots qui contiennent le « e », on peut quand même écrire un roman. La preuve, c'est que Perec y arrive avec La disparition. Donc il n'y a absolument aucune limitation par le langage, puisque le langage est tellement limité lui-même qu'on ne peut pas croire que le langage puisse définir le monde. C'est une sorte de raisonnement hypothético-déductif sur la langue, qui fait qu'on part de l'hypothèse de départ que la langue ne peut pas couvrir le monde, et on a déduit le fait que la contrainte ne va pas changer. Revenons à l'exposé du professeur. Évidemment, on ne comprend pas très bien ce qu'il dit, mais la langue Shadok est quand même une langue étrangère, ne l'oublions pas. Les Shadok, pour parler, n'avaient que 4 syllabes. Ga, bu, zo, me. Pour l'écriture, alors là, c'était facile, ça s'écrivait pas comme ça se prononce. Il y avait des signes, ga, bu, zo, me. Et tous les mots Shadok s'écrivaient avec ça. Après ga qui voulait dire moi, venait gaga qui voulait dire toi. Puis ga, 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 espèce d'imbécile. Dans les buts, on avait bu, petite pompe hélicoïdale avec des roulettes, bubu, qui voulait dire oui, etc., jusqu'au dernier mot du dictionnaire, me, qui voulait dire fin. Mais je cause, et on ne sait toujours pas ce qu'il nous prévoit comme catastrophe, le professeur. On vous traduira la prochaine fois. Voilà, ce sont les Shadok qui nous permettent d'avancer dans notre discussion. Hervé Letellier, donc vous nous parlez de l'Oulipo aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes en plein logoralie, c'est-à-dire que vous avez une liste de mots que vous devez prononcer dans l'ordre jusqu'à la fin de cette émission. Pour l'instant, vous en avez prononcé 5. Il vous en reste 25, bon courage. L'extrait des Shadok nous permet d'aborder un point qui est très important, c'est-à-dire que l'arbitraire de la langue, qui est ici caricaturé par un ensemble de contraintes sans cohérence, le jeu que vous mettez en place dans vos exercices n'est pas le même que, par exemple, celui qu'on retrouve chez les écrivains surréalistes. Non, c'est très différent. Voilà. Le jeu, chez eux, est une fonction du hasard. Et l'Oulipo se définit comme l'anti-hasard. Donc, on ne laisse pas de place, en théorie, au hasard. Il y a déjà suffisamment de hasard dans la langue elle-même, d'arbitraire, pour éviter qu'on en place. Voilà. C'est quelque chose qui est commun, je crois, à la plupart des artistes qui travaillent sur quelque forme que ce soit, y compris la peinture, y compris la musique. Il y a toujours de la contrainte extrêmement forte dans le travail. Le fait simplement qu'on en prenne tout à fait conscience et qu'on l'utilise comme étant un levier ou un principe fait la différence peut-être du travail oulipien. À partir du moment où on décide dans un roman qu'on place des éléments formels et qu'on se débrouille pour que la fiction aille de ces éléments formels d'un élément formel à un autre, on est forcément dans une dimension de contrainte. Et ça apporte des choses qui sont de la diversité. Et ça apporte aussi quelque chose qui, à mon avis, est important, qui est de la pression dans la langue. C'est un petit peu comme une image que j'emploie souvent, qui est un petit peu l'idée que lorsqu'on écrit, si on considère que l'écriture est une sorte de jet, une sorte de tuyau d'arrosage dont jaillirait le texte, si on exerce une pression sur le tuyau d'arrosage au bout, ça va plus loin. Voilà. Et pour moi, la contrainte, c'est ça. C'est la pression qu'on exerce sur le tuyau d'arrosage qui fait que le texte va plus loin, qu'on va s'imposer des choses. Même si on s'impose de rallonger, même si on s'impose de réduire, la réduction va amener de la densité et le fait de rallonger va amener la diversité. Donc c'est quelque chose qui est très très net dans l'écriture. Alors évidemment, on n'est pas du tout forcé d'écrire comme ça. Il faut absolument le préciser. L'Oulipo n'est absolument pas une école. On ne pense pas que ça soit l'unique façon d'écrire. Et d'ailleurs, nous-mêmes, il nous arrive de ne pas écrire comme ça du tout. Mais vous dites qu'il n'y a pas de hasard, ni même d'arbitraire. Pourtant, la façon dont les règles ou les contraintes sont décidées, c'est bien une décision initiale de l'un d'entre vous. En plus, il y a une dimension arbitraire dans le choix de la contrainte. Ouais.
chez Roubaud, par exemple, le choix n'est pas forcément un choix qui est un choix contraint sur la contrainte. Il peut très bien décider de faire ce qu'il a fait il y a peu de temps, des rondeaux, et il a décidé de faire des rondeaux. Il aurait pu décider de faire autre chose, des villanelles ou des... Non, il a décidé de faire des rondeaux, c'était un choix arbitraire. Et après, dans le choix de ces rondeaux, il a fait différents textes. Il y en a un avec des dinosaures, il n'y en a aucun avec une truite, aucun avec un xylophone. J'en ai fait 2 d'un coup. 2 d'un coup, bien Mais joué. il y a un petit rondeau des dinosaures avec les biches qui est tout à fait charmant. Et cette contrainte qu'on s'est imposée dès le départ, qui est une contrainte, elle, formelle, débouche sur des textes qui sont des textes formels, mais qui pourraient avoir été composés sur d'autres contraintes. Alors, on va prendre un exemple, c'est celui de... C'est Italo Calvino, cette fois-ci, de personnage plus 7. Donc, c'est l'extension sémantique de la méthode S plus 7 que vous avez présentée à l'aide d'un dictionnaire de personnages. On substitue au héros du texte source le 7e qui suit dans le dictionnaire. Écoutez Calvino présenter l'exercice, et puis le résultat. Dans un recueil classique d'anecdotes, on choisit un texte riche en noms propres. Dans un dictionnaire encyclopédique, on choisit pour chaque personnage nommé dans le texte un nom entre les 7 noms propres de personnages du même sexe qui suivent dans l'ordre alphabétique en unifiant les homonymes. Même chose avec les noms communs de personnes. Cette formule, moins rigide que celle du S plus 7, l'escurien, est la seule qui puisse garantir des résultats intéressants. Si le personnage de départ ne figure pas dans le dictionnaire, on l'insère à la place où il devrait être. Les autres substantifs restent inchangés. Dictionnaire employé, Petit Larousse en couleur, édition 1972. Marlène Dietrich ne figure pas dans le Petit Larousse. Omission inadmissible et scandaleuse. J'ai fait comme si elle y était. Louis XV, j'ai naturellement considéré tous les Louis du dictionnaire comme un seul Louis. Madame Desparbès, couchant avec Louis XIV, le roi lui dit « Tu as couché avec tous mes sujets. »« Ah, sire, tu as eu le duc de Choiseul. Il est si puissant. Le maréchal de Richelieu. Il a tant d'esprit. Monville. Il a une si belle jambe. À la bonne heure. Mais le duc d'Aumont, qui n'a rien de tout cela. Ah, sire, il est si attaché à votre majesté. » Marlène Dietrich couchant avec H.P. Lovecraft. Le romancier lui dit « Tu as couché avec tous mes supermen. »« Ah, smicard, tu as eu Noam Chomsky. Il est si puissant. Tu as eu Jean Richepin. Il a tant d'esprit. Paul Morand. Il a une si belle jambe. À la bonne heure. Mais Vincent Auriol, qui n'a rien de tout cela. Ah, smicard, il est si attaché aux allocations familiales. Et voilà comment on passe de la phrase « Ah, sire, il est si attaché à votre majesté » à « Ah, smicard, il est si attaché aux allocations familiales » après l'hôtelier. Alors, c'est effectivement un résultat qui est très oulipien et qui peut ramener à des éléments qu'on pourrait imaginer surréalistes, c'est-à-dire des textes surréalistes. On pense à Dali et sa surutilisation du transcendantal, dont on n'est pas tout à fait certain qu'il voulait dire par transcendantal ce que le transcendantal signifie véritablement. Je ne vous demanderai pas quelle est la signification originale du transcendantal. Non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Voilà. Plein de mots à dire encore. Bon, en revanche, on voit bien qu'il y a un travail sur, disons, le déplacement. Ce déplacement qui est un déplacement qui est très classique en matière de jeu, de langage. Hein. Je me souviens de... Vous savez, quand on déplace avec une petite homophonie aussi, quand on a des gars de la marine qui deviennent des gars de la narine, etc. Donc des choses comme ça qui sont des jeux qui sont des jeux du langage classique de français, mais qui sont réappropriés par l'Oulipo pour en faire de la poésie ou pour en faire de la langue. Voilà. Et je crois que c'est important de pouvoir considérer que le travail autour du langage
est un travail à la fois de jeu et de création. Et c'est principalement ça qu'on fait, en fait. Quand on écoute le texte de Calvino, là, qui pourrait être considéré comme un, entre guillemets, chef-d'œuvre, c'est-à-dire ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre. Hein, c'est-à-dire c'est-à-dire un petit peu comme ce qu'on fait chez les charpentiers. Quand on fait une petite œuvre, une petite œuvrette qui est rien d'autre qu'une charpente faite avec des allumettes et qu'on présente pour avoir son diplôme. Voilà. Donc ça fait partie de ces petites choses que nous on appelle des chefs-d'œuvre, des tout petits objets, mais qui permettent de comprendre ce que c'est qu'une contrainte et de l'expliquer sous une forme compressée. Une toute petite, un petit bijou qui, voilà. Ça, c'est un tout petit texte de Calvino, dont on sait trop peu qu'il a été olympien. C'est vrai, c'est un des olympiens discrets, qui montre la dimension d'ailleurs à la fois polyglotte et également ouvert à l'étranger de l'Oulipo. Dans les derniers membres, on a fait rentrer un Espagnol et un Argentin, ce qui montre que l'Oulipo n'est pas limité à une langue, ni à un pays, mais dans sa dimension, disons, multiculturelle, le travail oulipien ne se limite pas à un travail sur le français, mais évidemment à toutes les langues. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait 2. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le i, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un D, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là y en a une. J'en mourirai n'est pas français, ne comprends-tu pas? Ce sera ta faute, ce sera ta faute, là y en a pas. Moi je te signale que Gardénal ne prend pas 2, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas 2. Ça te calmera et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au eux dans l'eau. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h29 et c'est le 4e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée au langage. Après Barthes lundi, Wittgenstein mardi, le langage animal hier mercredi, c'est aujourd'hui de l'Oulipo que nous parlons en compagnie d'Hervé Le Tellier, auteur d'une esthétique de l'Oulipo. On y reviendra parce que je ne sais pas si on peut vraiment parler d'esthétique, hein. Je perçois une forme peut-être de provocation dans votre titre. Aux éditions du Castor Astral, et puis paraît aujourd'hui même, Moi et François Mitterrand. C'est pas une erreur, c'est bien écrit. Moi et François Mitterrand, aux éditions Lattès. On vient d'entendre la chanson de Gainsbourg en relisant ta lettre, qui est délicieuse à écouter d'un cynisme effarant, et qui me fait penser, alors d'un côté on a l'attention apportée à la langue, la précision de la grammaire dont vous faites preuve dans chacun de vos exercices, mais ici c'est à l'oral, et Gainsbourg n'est pas un oulipien. Est-ce que vous reconnaissez un trait d'esprit, disons, oulipien chez d'autres artistes, par exemple, que vous-même? Oui, bien sûr. Et est-ce que ça fonctionne à l'oral ou c'est simplement à l'écrit? Bien sûr, le caractère, comment dire, oulipien de texte est visible chez Gainsbourg, par exemple. Bon, là, c'est un texte qui est construit sur une contrainte forte. Hein. On ne peut pas écrire ce texte-là sans avoir devant soi les orthographes des mots pour, comme ça, renonce, comme ça se prononce. Enfin, on voit bien qu'il y a un jeu avec la langue qui est très fort. Chez Gainsbourg, c'est d'ailleurs souvent le cas. Hein. Il avait, comme je le disais, une tendance à travailler beaucoup sous contrainte. C'est un texte qui est un texte qui est clairement oral. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des textes qu'on voit à l'écrit et d'autres à l'oral. Par exemple, si on fait un texte qui ne commence que par des C et qu'on veut avoir le son C qui apparaît en début de chaque mot, vous ne pouvez pas utiliser le mot chaussette, par exemple.
parce que vous avez besoin du mot carafe, du mot etc. Mais il faut que le son soit un son très présent. Je crois qu'à un moment donné, vous avez prévu, je ne voudrais pas le dire à l'avance, mais de présenter un texte de Pérec. On ne prévoit jamais rien dans cette émission, vous savez, c'est notre côté olympien. C'est possible, c'est bien potentiel. Possible. Une émission potentielle consisterait à diffuser du Pérec. Et dans ce texte de Pérec, l'une des questions qui va se poser, c'est de savoir, puisque c'est un texte qui est composé avec une contrainte forte, c'est qu'une lettre, dans un contexte donné, peut donner des sons différents. En français, moins qu'en anglais, parce qu'en anglais, c'est hallucinant, on ne peut pas deviner. Mais en français, le mot « a », par exemple, peut se dire « en », si ça se trouve, avec une nasalisation du O-N. Donc il y a des situations dans lesquelles la langue écrite n'est pas l'expression de la langue orale. Donc c'est compliqué à gérer pour le son. On n'a pas envie d'avoir un texte qui composait que des A, qu'avec des A, mais dans lequel il y a le mot « en ». Mais il faut écouter le langage en même temps. Alors écoutons le texte qui est écrit exclusivement avec la voyelle A et d'autres consonnes évidemment. Je rappelle quand même, Hervé Le Tellier, il est 10h31. Il vous reste peu de temps pour continuer votre logoralie. Vous avez encore une vingtaine de mots à placer, donc je vous laisse réfléchir en écoutant le texte. Andras Macadam à Alcatraz. Armand d'Artagnan avança dans sa saga, cravatant l'anard Abraham Hawks à Rabat. Passant à tabac Clark Marshall à Jaffa, scalpant Frank Madman, Santa Campana à Malaga, fracassant Baltar, canardant Balthazar Stark à Alma-Ata, Kazakhstan, massacrant Pascal Achard à Granada, cachant l'Agacan dans sa jague à Makassar, acclamant la Calas à la Scala, gagnant à la canasta à Jakarta, dansant sambas, javas, chardas, raspas, chachachas à Caracas, valsant à Bandar Abbas, adaptant Franz Kafka à l'Alhambra, Gada à l'Alcazar, cravant Zara, Char à Bataclan, Hans Faliada à Harvard, paraphrasant Chaban à Carjac, calfatant yacht, catamaran, chaland à Grand Bassan, sablant Ara, Anaps, cramant d'Ayala, allant dans sa pacar d'Atlanta à Galahad's Ranch, Kansas, lampant Schnaps, Grappa, Mar, Armagnac, Marsala, avalant Calamar à l'ananas, Tarama sans safran, Gambas, Cantal, Clams d'Alaska, chassant Panda à Madagascar, chantant mal Bach, Brahms, Franck à Santa Barbara, Barman à Clamart, Watman à Gand, marchand d'abat à Panama, d'Agar-Agar à Arras, d'Amac à 40 ans, charmante à Ankara, la vampe Amanda, la star d'Antoise Man à Stoll, Azkarakala, Katchan à Marmara dans la Casbah d'Akbar, Nabab d'Agra, grand flambard, passant d'anthrax nasal sans mal, tar, dans sa datcha à Karl-Marx-Stadt, s'arrassant dans l'alarmant grabat à drap blanc, lançant Atlas, glas fatal, abracadabra. Gargas Barak. C'est-à-dire Georges Perec, Waterman, donc on trouve dans l'Atlas de littérature potentielle. Ici, on est dans une variante du lipogramme, Hervé Le Tellier. C'est un mot, monovocalisme, c'est ça? Monovocalisme, il n'y a qu'une seule voyelle et il l'utilise au maximum. Vous ne trouverez donc pas les mots Montevideo, Bruce Lee, Antéléchi, etc. C'est un peu facile. C'est facile, mais il fallait bien un peu se presser. Non, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est un texte pour l'audition. C'est-à-dire que c'est un texte pour que le lecteur soit en permanence à l'écoute de la contrainte. C'est fait pour ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand on lit La disparition, on ne peut pas s'empêcher de voir ce qui est le sous-texte. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, dans le travail sous contrainte. C'est-à-dire qu'on va avoir, à un moment donné, une impossibilité d'utiliser un mot et on va passer à côté. Par exemple, dans La disparition, on ne pouvait pas avoir le mot carotte, parce qu'évidemment, il y a le « e » dans carotte. Et donc, on va avoir rutabaga, parce que rutabaga autorise évidemment l'utilisation. Et donc, le texte lui-même est composé de jeux qui sont des jeux de contournement, des chemins de chèvre qui vont contourner la petite montagne qui est le mot avec un E. Et en permanence, on va travailler comme ça. Par exemple, dans La disparition, un des personnages compose un parfait au chocolat, alors que le parfait, par définition, est au café. Et donc, on ne peut pas utiliser le mot café, et donc on va aller à côté. Et le lecteur est pris dans un jeu de complicité. C'est ça, il y a une complicité qui s'instaure. C'est ça, c'est cette complicité qui, à mon avis, fait la force du texte oulipien lorsque la contrainte est visible. Si la contrainte est invisible, ça n'est pas grave, le texte reste ce qu'il est. Mais si elle est visible, ce qui est demandé au lecteur, et ce qui est exigé de manière générale d'un lecteur, c'est de voir par où on passe, et quelles sont les règles qui sont visibles. Mais c'est absolument vrai, par exemple, pour quelqu'un qui va lire un sonnet.
lorsque vous lisez un sonnet et que vous commencez à le lire, vous savez qu'il va s'arrêter au bout de 14 vers. Et donc vous êtes dans une disposition d'esprit dans laquelle vous n'attendez pas une tourne de page, vous savez qu'il va s'arrêter. Et donc cette limitation dans le texte lui-même induit un état d'esprit qui fait qu'on attend la chute, on sait qu'elle va arriver, on sait qu'elle est prévue dans 15 secondes, 10 secondes, et ça arrive. C'est important cette notion-là, parce que la page est un lieu de jeu. Et lorsqu'on compose un texte comme un haïku, on est dans le même système, un système qui est un système extrêmement restreint dans lequel le lecteur sait où il est. Je vous félicite parce que vous avez réussi à placer le terme entéléchie alors que la définition que vous avez proposée n'était pas assez précise. C'est vraiment le passage de la puissance à l'acte, dans l'être même, en philosophie. Et il y a un lien direct avec l'oulipo, parce que po, c'est potentiel et c'est ce qui existe en puissance. Je pouvais l'utiliser, c'est encore plus beau, ce qu'on appelle le clinamen, la facilité d'utiliser une contrainte, parce que finalement, l'oulipo est une antélégie du texte. C'est-à-dire un passage effectivement de la puissance, de la potentialité contenue dans la langue vers le texte. C'est comme ça qu'on comprend le potentiel, le po de l'oulipo ? Alors le po de l'oulipo peut se comprendre comme ça, c'est-à-dire l'ouvroir, c'est très simple, ça veut simplement dire un petit groupe de gens qui se réunissent dans un endroit qui est plutôt clos, et un petit peu l'endroit où on œuvre, une sorte de boudoir, une sorte de... Voilà, pour des gens qui font de la broderie. Et littérature, c'est une définition possible, ça serait un acte volontaire d'écrire. Voilà, donc pas quelque chose qui serait, par exemple, les horaires des chemins de fer. Mais on peut peut-être travailler avec, mais c'est peut-être pas le départ. Et puis enfin, la potentialité, on peut la définir comme étant l'énergie potentielle. Voilà, la potentialité, ça peut être ça, c'est quelque chose qui est contenu dans le langage et qu'on exprime justement par la contrainte. Un peu ce que je disais sur mon tuyau d'arrosage sur lequel on exerce une pression. Il y a dans le langage des potentialités que la contrainte peut exprimer. Alors, évidemment, il y a autant de visions de la potentialité qu'il y a d'oulipiens, et sans doute autant qu'il y a d'oulipiens par anticipation, de plagiaires par anticipation, différentes manières de jouer avec la contrainte, avec parfois des manières qui sont des manières obsessionnelles, et d'autres qui le sont un peu moins, beaucoup plus ludiques. Mais par exemple, le travail sur l'anagramme est un travail très complexe et très obsessionnel. Quand on commence à en faire, on est pris par ça. L'anagramme, je vous rappelle, c'est on prend un mot ou une phrase et on essaie de composer avec les mêmes lettres qui sont dans cette phrase une autre phrase. Ça se fait avec évidemment des petites, beaucoup plus facilement avec des lettres de Scrabble, mais c'est un travail qui peut devenir obsessionnel. Ça marche aussi avec les termes de philosophie. Je suis sûr qu'on pourrait trouver un anagramme d'un terme comme phénoménologie. Certainement. Je vous remercie d'avoir placé phénoménologie. Ouais. Je pensais l'utiliser dans le contexte de ce qui finalement est aussi très présent chez Queneau, qui est la présence de Hegel chez Queneau. Mais vous voyez, je n'aurais pas utilisé. Il allait avec Lacan et Bataille au cours sur la phénoménologie de l'esprit de Hegel, fait par Kojève dans les années 30. Et ça fait partie de sa formation, et ça fait partie de son rapport au langage. Il y a aussi ça. C'est un homme qui s'est beaucoup intéressé à la manière dont se crée le texte. Queneau est un des, entre guillemets, théoriciens du langage écrit et du langage parlé. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Monsieur le directeur, les deux policiers sont là. Qu'ils entrent. J'ai dû déclarer le vol pour l'assurance, mais quoi qu'il arrive, tu ne sais rien. Tu ne dis rien. Tu m'as compris, tu ne dis rien. Monsieur Gastier-Leroy, bonjour. Excusez ma précipitation, mais dans ce genre d'affaires, faut faire vite. Très vite. Ça, oui. Bon, votre fils est là, ça tombe bien. J'aimerais, si vous le permettez, lui poser quelques questions. Mais ça tombe mal parce que le malheureux vient de subir une intervention chirurgicale. Il a la mâchoire bloquée. Ah, c'est fâcheux, c'est fâcheux. Enfin, vous notez, vous, hein. Voilà, j'aimerais savoir... Ah, j'aimerais savoir. Non, pas moi. Non, lui, vous notez, lui. Ah, oui, je voudrais savoir... Il m'a fait à la tête, c'est petit ici, j'avais un costume. Mais pas petit, hein? Pas petit, en gros comme ça. Alors j'ai pu demander, il fait plus d'amis, parce qu'il est là, et avec ça, il est plus que ça. Alors je me suis comme ça, il me regarde, il me dit aux costume. Je dis, oh, mais il me paraît petit. Pas petit, en gros, mais c'est pas que je me dis. Non, je comprends, non, mais ce que j'aurais voulu savoir... Non, mais j'ai pas tout, il me craint que ça, elle a dit quand j'ai fait craque ça, la tête, j'aime pas ça, Alors, il est avec une roulette, où je vais, que ça, oui, le nerf,
Ah, ça c'est effrayant. Hein. Si le ver était un nif, le nif était un air. Si le nif était un air. Notez pas ça, vous. Notez lui. Le vol des chars. Oh là, le vol des chars, c'est... Ah, j'avais soif. Le vol... Hein? Je vais vous parler. Le champagne. Oh, ça, les bulles. Vous savez, quand on est bloqué, pour vous débloquer, il n'y a que les bulles de choc. De champ. Répondez-moi alors, les chars. Les chars. Les chars. Les chars ont fait la malle, ça c'est sûr. Mais qui? Voilà. Crie les apis. Et ça, après les écraseries, les lip écrasent qui? Les chats. Chaque bip là. Chaque ça son chat. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. La pupée. Ils ne peuvent absolument pas faire licence. Voilà, licence au lieu de silence. Évidemment, c'est un dyslexique qui répond à quelqu'un dont la mâchoire est bloquée. Double contrainte, Hervé Letellier. C'est le film Je sais rien, mais je dirai tout de Pierre Richard en 1973. Ça fait penser à un texte que j'ai découvert à l'occasion de cette émission de François Le Lyonnais, Là rien que là toute là. Oui. Un texte écrit, une sorte de poème écrit, enfin de sonnet même, c'est un sonnet, à la forme c'est un sonnet. Contrainte, où il n'y a aucun nom, ni adjectif, ni verbe. Et ça donne un peu la façon qu'a le personnage de parler avec sa mâchoire bloquée. On peut quand même un peu entendre ce qu'il dit. Hein. Ça doit un être, peu, ouais. Un peu. Il y a une sorte de... Voilà, c'est-à-dire qu'on tend l'oreille pour essayer de comprendre ce qui est dit. Et puis il y avait ce formidable acteur qui passait son temps à bafouiller, qui avait écrit, qui faisait un truc sur les fables de La Fontaine, la cigale et la fourmi, mais je ne sais plus son nom. On va le retrouver. Qu'on retrouvera. Et oui, il y a une dimension comme ça, évidemment, qui est proche du contrepète, qui est proche de ces petits éléments de langage qui sont le sel de la langue française. Et Luc Etienne, qui avait fondé l'album de la Comtesse dans Le Canard enchaîné, était membre d'ailleurs de l'Oulipo. Donc c'est évidemment des jeux qu'on pratique énormément. Si je voulais caser le mot amitié franco-belge, je pourrais remarquer que les Dupont du texte là font un remarquable travail. Bernard Blier et Pierre Richard. Bernard Blier et Pierre Richard sont remarquables dans ce texte-là. Pour caser le mot biceps, je pourrais faire remarquer que la langue est un muscle et que fondamentalement, cette idée que la langue est un muscle est importante parce que c'est quelque chose qui est vrai physiologiquement, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser justement dans l'écriture véritablement. Et il y a parfois dans les textes oulipiens un travail d'élocution. Lorsqu'on les rend à l'oral, il y a parfois une sorte de mise en bouche pour arriver à les dire, qui est parfois complexe. Pour dire Waterman, qui n'est pas un texte simple, il y a un vrai travail d'acteur parfois qui doit être mis en place. Et souvent pour le texte qu'on a entendu de Perec, interprété par Jean-Louis Jacopin. Et souvent pour lire des textes qui jouent avec le contrepète, la difficulté qu'on a, c'est de ne pas revenir au texte originel. Et donc d'essayer d'être coincé dans le signifié et pas dans le signifiant et pas dans le signifié. Toujours dire le texte tel qu'il est écrit et pas le sous-texte qui est celui qu'on comprend. Ce qui est une vraie difficulté parfois. De ne pas revenir au texte qu'on a en tête et le dire le texte qui est sur la feuille. C'est pas sans lien avec l'exercice du traducteur qui va, quand il a un texte original, essayer de proposer un autre texte qui renvoie à un signifiant tout en s'inscrivant dans un autre réseau culturel. C'est difficile la traduction à cause de ça justement, à cause de cette volonté qu'on a d'essayer d'atteindre le but de l'auteur. Si je voulais caser sinuosidal, ça serait l'occasion, parce que finalement, c'est toujours qu'une sorte de fluctuation, une sorte d'onde vers laquelle on essaie d'aller. Benjamin disait qu'un bon traducteur était un traducteur qui essaye non pas de traduire le texte qui est écrit, mais de traduire le point que souhaitait atteindre l'auteur plutôt que d'essayer de traduire le texte directement, et qu'on serait plus proche de la volonté de l'auteur que les au texte lui-même. Donc c'est très important d'aller dans cette direction-là. Et la traduction, évidemment, du texte oulipien est une difficulté supplémentaire. On ne sait pas quoi restituer. Quand vous traduisez les sonnets de Shakespeare, qu'est-ce qu'on traduit ? Est-ce qu'on traduit la langue ? Est-ce qu'on traduit le rythme ? Est-ce qu'on traduit la rime ? Est-ce qu'on veut refaire un sonnet derrière ? C'est très compliqué. Pour reprendre le titre de votre ouvrage, est-ce que l'esthétique est le souci primordial ou est-ce que c'est plutôt le sens et la signification ? L'esthétique n'est pas un souci primordial à l'Oulipo. J'ai utilisé le terme d'esthétique parce qu'il y a quand même un plaisir du beau. Mais le beau oulipien n'est pas le beau de la langue. Je ne sais pas ce que c'est que d'ailleurs un beau texte, je ne saurais pas le dire. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que le rapport au plaisir, c'est un rapport de plaisir esthétique, dans le sens où on écoute la contrainte et il y a un plaisir de complicité dans ce rapport au texte lui-même.
Pour le reste, c'est-à-dire ce que c'est que la beauté de la littérature, je ne saurais pas tracer une ligne extrêmement rouge entre ce qui est la bonne et la mauvaise littérature. Bon, Jean Paulhan avait une phrase assez humoristique sur cette question, mais la question de savoir ce qui est beau est très complexe. Bien écrire, c'est écrire mal. Ça, c'est la phrase de Rémy de Gourmont, et c'est très juste. À l'Oulipo, la question de bien écrire ne se pose pas. On essaie d'écrire sous contrainte. La question esthétique est postérieure. Après, en voyant les textes, on voit que souvent c'est fait par des gens de talent, mais la question d'écrire est avant tout une question d'écrire sous contrainte. Mais est-ce que vous arrivez à dissocier dans votre activité, par exemple, Hervé Le Tellier, à la fois d'oulipien et d'écrivain, les deux? C'est-à-dire, est-ce que maintenant vous ne pouvez écrire que sous contrainte? Non, pas du tout. Vraiment, ça m'arrive aussi bien d'écrire avec et sans contrainte. Donc il y a une dimension vraiment ludique, quasiment isolée de l'écriture dans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, je pense que chaque écrivain de l'Oulipo aura une réponse différente. Moi, il m'arrive souvent d'écrire des romans ou des textes et de rajouter la contrainte par-dessus, non pas comme un nappage, parce que ça me force à tout réécrire, mais comme un principe. C'est-à-dire, je me dis que si j'applique une contrainte, quelle qu'elle soit, à un roman que j'ai déjà écrit, je vais l'enrichir, je vais le densifier, je vais le tendre. Et un petit peu comme en rajoutant des câbles sur une toile, on obtient des formes qu'on n'obtiendrait pas sinon. Et c'est ce que je fais en général sur des romans que j'ai déjà presque fini d'écrire. Et ça me force à réécrire des chapitres, à en rajouter d'autres. Et je suis toujours content d'avoir eu à le faire. Et que répondez-vous à ceux qui vous feront l'objection d'une forme de gratuité, finalement, des contraintes? Dire que c'est la forme qui prime sur le fond, que c'est de la virtuosité en réalité. Je leur demanderais si la littérature n'est pas elle-même une chose gratuite. De toute façon, la littérature est une chose gratuite. Donc après, la gratuité de la gratuité, est-ce que c'est encore la gratuité? Je le pense, oui. Oui, bien sûr que c'est gratuit. La question est de savoir si ça apporte quelque chose, et je pense que pour moi, oui. Et ce n'est pas forcé. Ouais. Ça apporte justement ça apporte une diversité, ça apporte une fluidité qui enrichit mon premier texte. Je pense très sincèrement que des textes que j'ai écrits seraient plus faibles, encore plus faibles, si par hasard je n'avais pas rajouté cette contrainte. J'ai écrit un roman qui est un roman construit sur une partie de domino. Cette partie de domino m'a rajouté des chapitres dont, avec le recul, je suis infiniment content et dont l'absence m'aurait manqué après coup. Et c'est pas seulement un point de vue, de charpentier, justement. C'est un point de vue d'auteur, c'est-à-dire que la charpente, c'est quelque chose d'important, la structure, c'est quelque chose d'important. Et avoir ajouté ces éléments de chapitre qui m'ont imposé des personnages, qui m'ont imposé des situations, qui m'ont imposé des sentiments, font que le roman tient aussi par ça. Et par cette surprise que peut avoir le lecteur de découvrir la présence de deux personnages qui ne devraient pas être là, mais qui sont quand même là. Alors, je pourrais longuement expliciter, mais ça, souvent c'est le cas. Et supprimer un chapitre, parce qu'il n'obéit pas à la contrainte, peut être aussi extrêmement riche. Est-ce que vous voulez profiter des 30 secondes qui nous restent pour dire les 12 mots que vous n'avez pas Alors, il dit? me restait à caser panthéisme, nouilles. Je ne serais jamais arrivé à caser nouilles, bien que j'ai écrit un roman autour des pâtes. Monisme matérialiste, Godluro, syllogisme, néon-monarchie, limace, Édouard Balladur, qui n'a jamais reformé le groupe Nirvana, et c'est vraiment un regret pour moi, Confucius et Dalmatien. Bravo, vous méritez quand même les cloches.